La première manifestation de l'étrange vint dès l'incipit du roman. Elle s'avérera quelques paragraphes plus loin, lorsque je compris mon erreur, être une bien inquiétante mise en abîme. Je m'explique. Ouvrant le livre, parcourant les premières phrases, je lus de travers sans m'en rendre tout de suite compte. Ce trouble oculaire momentané entraîna un trouble de la compréhension. J'avais lu occultiste, plus précisément Alexandre Fohat, F-O-H-A-T, occultiste, 4e étage. Premier réflexe d'interprétation, Fohat, foi, F-O-I. Par homophonie, nous allions embrasser la croyance en l'occulte, la toute-puissance ténébreuse. Les sciences parallèles du savoir, les sciences médianes de l'être et du néant, allaient être au cœur de l'ouvrage. Sans détour, sans métaphore et sans heurts, Marcel Béalu inféodait déjà son histoire à la vraisemblance, proposait au lecteur une errance entre spectre et malmort. Je tournais les pages, endossais la soutane noire, m'imaginais le cabalistique bréviaire à venir, pour le narrateur et moi-même, dans cette étrange cage d'escalier aux étages incomplets, aux paliers encombrés de portes, aux seuils mensongers. Dans l'obscurité, dans le silence, Kafka n'est pas loin, et j'imagine que Béalu, d'une certaine manière, en hommage situationnel, 20 ans après, réinvestigue les marches absurdes d'un procès à venir. Occultiste. Ce sera le procès de la réalité, nul doute, puisque lecteur comme personnage doivent rendre visite à Alexandre Fohat, ce spécialiste des ombres qui bientôt nous attend sur le pas de sa porte et nous nomme. Marcel Adrien, asseyez-vous. Nous nous asseyons, lecteur, personnage, auteur même, puisque Béalu a donné à son protagoniste ces deux prénoms. Pourquoi ? Serait-ce un double ? Sa part d'ombre ? Celui qui renie une première fois lumineuse pour une seconde plus crépusculaire ? Après tout, le roman se nomme « L'expérience de la nuit ». Vient alors la première tirade de cet Alexandre Fohat, docteur de la coterie, pourvoyeuse d'inquiétudes et de questions. Oui, dit Fohat, je possède sur vous de nombreux renseignements, comme sur chacun de mes clients. C'est absolument indispensable dans ma profession qui ne consiste pas, ainsi que vous pourriez le penser, à polir et ajuster des verres de lunettes. Tous mes clients actuels, et même ceux à venir, ont dans ces tiroirs un dossier se rapportant à leur cas. Métaphore te voilà. L'occulte serait donc affaire de vision, bien sûr. Polir ses verres de lunettes. Abandonner les signes immédiats, les preuves prosaïques, les croyances conventionnelles, regarder de biais, s'attacher aux indices impossibles, croire aux visions de l'au-delà. Fohat continue. Marcel Adrien, votre cas n'est pas aussi extraordinaire que vous êtes tenté de le croire. La myopie est un mal assez généralisé. Ainsi la métaphore file. Elle est somme toute assez convenue. Partir en quête des réalités alternatives, des mondes intermédiaires, c'est l'humble épopée du démiurge. Enfin, peut-être le romancier aurait-il pu chercher plus original. Mais la tirade suivante, sanitaire, précise et froide, réveille l'image qui dure depuis 3 pages déjà. Vous souffrez d'un rétrécissement du conduit optique. L'abondance, la diversité du monde extérieur, se bousculant à l'orifice de ce conduit, produit contre les parois extrêmement fragiles du sphénoïde une altération susceptible d'empirer. L'écrivain persiste et, pour le coup, plus habilement, renforce le sentiment d'étrangeté. C'est que lecteur et personnage réagissent là de concert. Le trouble qui est celui de Marcel Adrien est aussi le nôtre. L'immense charge du réel serait trop colossale pour la faiblesse de l'œil, sous-entendu de l'esprit. La variabilité du réel grignoterait la résistance de l'œil.
La dégénérescence oculaire serait donc la conséquence de l'existence. La quête involontaire de l'omniscience nous mènerait à notre propre aveuglement. À moins que la maladie ne nous entraîne à devenir visionnaires. Toute altération de la conscience, ici par le prisme visuel, serait un maître gagné sur la conquête des vérités occultes. Et si moi-même suis-je myope, au propre comme au figuré, suis-je alors ici-bas patient d'un foie alarmant au même titre que Marcel Adrien? L'auteur est-il en train de me convier à une messe noire littéraire? Me promet-il une vérité cachée? Quelques lignes plus loin, Foix donne à Marcel un traitement et des lunettes spécialement conçues pour lui. C'est par les yeux du personnage que nous plongerons désormais dans l'occulte. Le narrateur repart, livré à la rue extérieure, livré à la rue qui le moque, l'insulte. Autre sensation étrange. Marcel Adrien s'en va, mais un doute me vient. Cette métaphore visuelle qui court sur tant de pages. Ce docteur Foix, cette myopie, ces lunettes. Je reviens au premier paragraphe, je relis, je soupire. Il est écrit « Alexandre Foix, oculiste, 4e étage ». Oublieuse postérité, épisode 8, un Kafka français. Surprenante introduction que cette mise en abîme involontaire. Sans le vouloir, par erreur, par intuition peut-être, j'ai mal vu. Comme Marcel Adrien, j'ai mal vu et pourtant bien compris. Qu'Alexandre Foix soit un spécialiste de l'occulte, ou qu'il soit opticien, l'impression générale laissée par la lecture de ces 2 premiers segments, je reviendrai plus tard sur l'organisation particulière du texte et la manière dont Béalu l'a conçu, est bien celle du trouble. La cage d'escalier qui semble être un obstacle, le ton de l'entrevue, les raisons de cette entrevue, l'omniscience de Foix, la surprise diffuse d'Adrien, les qualificatifs violents et anachroniques de la foule, la difficulté invraisemblable qu'éprouve le narrateur pour monter quelques marches d'escalier. Tout ceci concourt à plonger aussitôt le lecteur dans une posture à la fois attentiste, que va donc faire l'auteur de cette ambiance malsaine, et défensive. Je m'attends, ainsi que le personnage, à être malmené. Si le surgissement d'un docteur aussitôt dans le texte, si la prescription d'une ordonnance, prendre chaque jour à jeun un comprimé après 12 heures de travail, et si les troubles de la vue se faisaient plus fréquents, mettez pendant 1 heure ou 2 ces lunettes spécialement fabriquées pour votre usage. Si cet extrait n'est pas sans rappeler un roman de Jean Réverzy, Place des Angoisses, publié en 1956, roman de l'épuisement existentiel des médecins, l'expérience de la nuit ne pourrait être que celui de la docilité des patients, mais la comparaison s'arrête là. Le médecin certes reviendra, comme une rengaine, parce qu'il a des maladies qui agissent pendant des mois et des années, parce qu'il a des symptômes évolutifs et des virus qu'on ne soigne pas. Mais bientôt sa vocation sanitaire ne sera plus qu'un vague souvenir. Adrien le cherchera pour comprendre, non pour se soigner. À moins que le glissement progressif du propre vers le figuré ne soit un symbole de l'art de Marcel Béalu. L'expérience de la nuit paraît en 1945 chez Gallimard. On appose le terme roman sous le titre. Grossière erreur. Marcel Béalu s'emporte dans ses mémoires, nommé Le Chapeau Magique. Un roman? Mon livre? Mais non, c'était un poème, divisé en 4 parties distinctes correspondant aux 4 éléments. La terre, l'eau, le feu, l'air. Chacune de ces parties comprend un même nombre de strophes de 2 ou 3 pages. C'est que Marcel Béalu est poète avant tout, ce que l'on sent magnifiquement à la lecture des 4 épigrammes qui précèdent les parties. Poète donc, lui, le grand ami de Max Jacob, que ce dernier ne cessa d'encourager.
Ce dernier d'ailleurs qui ne put voir imprimer l'expérience de la nuit, mort un an trop tôt, au camp de Drancy. Ami aussi de René Guicadou, lui aussi mort prématurément, à 31 ans, en 1951. Depuis une décennie environ, Marcel Béalu cultive le vers et la prose dans des plaquettes diverses et peu diffusées, imprimées assez frais ou chez de petits éditeurs. Dans les années 40, après avoir été mobilisé, après l'armistice, Marcel Béalu rejoint l'école de Rochefort, ce groupe protéiforme de poètes qui échappe en partie au surréalisme et au gouvernement de Vichy. On trouve, outre Béalu et Cadou, d'autres poètes à l'inspiration disparate, comme Jean Rousselot, Luc Bérimont, Jean Follin, Lucien Becker. Béalu dira de cette école: hors de toute doctrine et acceptant les contradictions, son climat propre était une aimable anarchie. La chaleur du cœur, le goût du vin blanc et des filles, l'horreur des classifications et l'absence totale d'idées. La poésie, qui vit d'émotions, de sentiments, d'états d'âme, n'a que faire des idées. Béalu, qui, plus que tout autre d'ailleurs, sera le poète du fantastique. Il écrit dans L'expérience de la nuit, ainsi que la conscience du rêve, dans le rêve, commence par la certitude d'être bien réveillé, la conscience du merveilleux, dans la veille, par de l'instant où le réel, exagérément vous oppresse. Ce sont là autant d'indices capitaux à propos de la lecture qu'il conviendrait de faire de L'expérience de la nuit, ce deuxième faux roman, après Les Mémoires de l'ombre, paru en 1941. D'autant plus que Béalu entretient le trouble. Le jeu du récit n'est jamais celui qui écrit. Mais sans doute le fut-il. Beaucoup de souvenirs vrais sont enfermés dans ce livre où le surnaturel a tant de place. Le surnaturel, en effet, ne tardera pas à venir. D'abord à l'aune de manifestations simples et encore étrangement plausibles. C'est ainsi que Marcel Adrien, homme sans passé, sans domicile, sans travail, va chercher un instant à peine un logement en quittant le cabinet de Foa. La Providence met sur son chemin une chambre libre dans un hôtel singulier qui semble tenu par Edith. Une jeune femme timide et véloce qui se déplace plus vite qu'un battement d'œil, qui arrive à l'étage de la chambre d'Adrien avant lui alors qu'elle monte les escaliers après lui, qui écarte le rideau d'une fenêtre face à la chambre d'Adrien, de l'autre côté de la cour, alors qu'un instant avant, elle était face à lui et lui indiquait justement qu'elle logeait derrière ce rideau. Plus tard, Adrien cherche à payer. On lui répond qu'on ne connaît pas le montant du loyer. Le lendemain, il se met en quête d'un travail, pénètre dans la première boutique venue et, nouveau coup de chance, on me tendit une blouse grise et je me mis aussitôt au travail. Un peu plus tard, perdu dans l'obscurité de l'hôtel, à moins que ma mauvaise vue fût-elle seulement cause de cette méprise, Adrien se trompe de chambre et tombe sur, je cite, « deux petits vieux tellement couverts de rides que je n'arrivais pas à leur donner d'âge ». Ces deux contemporains d'une humanité disparue bientôt se livrent sous ses yeux à d'obscènes parades, l'obligeant à demeurer spectateur. La vieille femme donnera à son homme du sucre pour le bercer, car... Oui, monsieur, il ne peut s'endormir sans avoir eu ces petits morceaux de sucre. N'est-ce pas, mon gros toutou ? Après cette scène au malaise prégnant, mais somme toute encore loin du surnaturel évoqué par Béalu, nous apprendrons bientôt que l'hôtelière est une entremetteuse et que ce couple d'un autre temps s'est rencontré dans cet hôtel même, à l'époque du grand-oncle de la tenancière, que ce couple s'est aimé et a emménagé définitivement dans cette chambre, ainsi que d'innombrables autres couples tout aussi âgés, et que faute de place, il ne reste aujourd'hui qu'une chambre libre, celle qu'occupe Adrien. Il ne resterait d'ailleurs aussi qu'un homme libre. Un homme fraîchement arrivé, un homme du nom de Marcel Adrien. Et une femme libre aussi. Une femme surprenante, véloce.
une femme du nom d'Edith. Et l'on voit dans quelle sorte d'engrenage le narrateur est tombé. À son travail, les objectifs ne sont guère clairs. Les lunettes et les médicaments ne font pas encore effet. Le docteur Foa a prévenu. Il faudra beaucoup de temps avant que le mal ne se résorbe et qu'un clair discernement ne revienne, au front comme aux yeux. Adrien s'occupe du ménage. Il n'est qu'un petit maillon, voire un rouage, voire l'huile de ce rouage, voire la bouteille qui contient l'huile, pour reprendre ses pensées russes. D'ailleurs, on fabriquait des poupées dans l'hôtel, avant que celui-ci ne devienne une agence matrimoniale. Adrien et Edith sont-ils eux-mêmes des marionnettes à peine plus avancées qu'un siècle plus tôt ? Ils ne se posent pas la question, pas même n'y songent. C'est qu'un des tours de force de l'auteur est justement celui-ci. Adrien pense parfois à son existence, mais jamais au symbole de cette dernière, jamais aux ramifications occultes entre les gestes, ne questionne pas cette insolente chance qui lui fait trouver un logement, un travail, et pourquoi pas l'amour, en moins d'une journée. Adrien n'a rien d'un imbécile, d'un paresseux ou d'un homme sans imagination pour autant. Il est incarné, il est réactif, il est volontaire. Adrien veut guérir. Il doit pour cela travailler 12 heures par jour, puis prendre ses comprimés. Il est donc zélé au travail, ne finissant jamais une minute plus tôt, pour avoir son compte, alors que ses collègues cherchent à rogner sur le temps de besogne par tous les moyens imaginables. Adrien est inébranlable. Au mépris des ricanements et des complots sournois que mon attitude allait susciter, je devais garder les yeux fixés sur mon but, parvenir à une perception nette des choses. Évidemment, l'expérience de la nuit n'a rien à voir avec la médecine. Peu nous chaud que Foa soit un praticien expérimenté, qu'Adrien soit un patient docile. Marcel Béalu, comme nous l'avons vu, est un poète avant tout. Il était considéré comme un poète fantastique, au sens artistique bien sûr, mais peut-être aussi au figuré. Ce n'est pas un hasard si André-Pierre de Mandiargue a préfacé l'un de ses recueils, L'Araignée d'eau. Lui qui a pillé le surréalisme tout en ironisant sur le réel, lui qui a écrit des tableaux de peintre, qui a été béatifié par Edmond Jaloux, qui a frôlé l'inintelligible et a pourtant obtenu le prix Goncourt en 1967. L'expérience de la nuit est avant tout l'expérience d'un monde absurde qu'une âme profondément poétique inféoderait au vide ontologique. C'est la progressive mise en place d'un piège qu'un personnage trop fort pour les mailles déchirerait. C'est la métamorphose de la banalité du quotidien vers le baroque du quotidien. Comme chez Kafka, les personnages de Béalu sont confrontés à des situations grotesques. Mais à l'inverse de chez Kafka, les personnages de Béalu ne sont pas des insectes. Ils ne se laissent pas écraser, mais peu à peu dominent leur réalité et se l'approprient. Comme chez Kafka, les personnages poursuivent une quête. Trouver une solution. Savoir le fin mot de ce procès invraisemblable pour Joseph K. Se faire recevoir au château pour K. Parvenir à une perception nette des choses pour Marcel Adrien. Continuer d'habiter le monde et se faire entendre pour le narrateur décédé du Journal d'un mort, publié en 1947. Narrateur lui aussi nommé Marcel. A l'inverse de chez Kafka, les personnages de Béalu convertissent leurs efforts. C'est sans doute l'immense hiatus entre l'œuvre des deux auteurs. La première est écrasée par une angoisse métaphysique, là où la seconde manipule ce même effroi pour le dominer. La première travaille pour illustrer cette contingence funeste qui est la finalité de l'existence et de la littérature, là où la seconde utilise comme un moyen cet état de fait temporaire afin de le transfigurer ou le ridiculiser. Antonin Artaud, qui fut un grand lecteur de Béalu, voyait en lui une sorte de double, soumise à la même cruauté d'être. C'est encore une fois là que frappe la vocation du poète
face à celle de l'écrivain, du mémorialiste, et enfin et peut-être surtout du malade. Béalu est en quête de métaphores, Kafka de vérité. Béalu de voyage, Kafka de gifle. Pourtant, leur lecture commune est suspecte, ambiguë. Leur lecture est curieusement similaire. L'étrangeté qui inocule leur page est la même, presque immédiate. D'ailleurs, Max Jacob ne s'y trompa pas en lisant les épreuves et en écrivant à Béalu. Les gens qui n'ont pas lu Kafka vont crier au chef-d'œuvre et à la nouveauté absolue. Par malheur, dans les milieux qui font les réputations, on a lu Kafka. D'autres critiques rapprocheront ce livre de Nerval, de Poe ou d'Hoffmann. Il y a du rêve et peut-être du cauchemar dans ce roman. À quelques pages de la fin, le narrateur se demande même si toute cette affaire n'avait-elle été qu'une suite de rêves issus les uns des autres. Béalu lui-même écrit à propos de l'expérience de la nuit, dans ses mémoires, « Pour me prouver que j'étais un écrivain, je me renouvellerai en résumant l'histoire de ma vie dans un livre suicide où tout serait dit. » Mais comment comprendre l'histoire de cette vie ? Comment interpréter l'apparition d'un pouvoir qui est autant une malédiction ? Marcel Adrien ne peut plus rien toucher à une étape du roman, sous peine de réduire en miettes l'objet ou l'humain. Comment interpréter le rôle d'un molosse qui deviendra peu ou prou chien d'aveugle avant de disparaître ? Qui est la nièce de Foa ? Qui sont eux des Fulbert, l'artiste et le commerçant qui n'attendaient que le narrateur pour parachever leur art et leur commerce ? Que symbolisent les statues qui peu à peu deviennent les seuls vivants à la fin du texte ? Quel est ce palais dans lequel se réfugie le narrateur ? Quel est ce fleuve à traverser ? Cette avenue sans fin ? Cette place sans issue ? Quel est ce commerce de yeux de poupée et d'humains ? Quelle est cette cage d'escalier qui soudain se peuple d'animaux exotiques et violents ? Qui est ce succédané du docteur Foa, se déplaçant sur des échasses qui tentent de duper Adrien et disparaît par une trappe invisible sans que cela n'émeuve le narrateur ? Toute la quête de l'auteur réside dans l'exploration de la bordure. Ce tâtonnement est d'ailleurs inhérent à la narration fantastique. Mais là où elle diffère de l'œuvre uniquement de genre, c'est qu'elle ne parvient jamais à dépasser la limite. Elle ne parvient jamais à s'immiscer dans un monde sensiblement différent de celui des origines. Elle bute contre les marges, contre les portails. Et quand il semblerait qu'une clé apparaisse, motif traditionnel du fantastique ou au moins du conte, c'est pour descendre d'un étage dans cet espace dont on ne soupçonnait ni l'existence d'une cave, ni celle d'un futur grenier. Le narrateur dégringole, mais c'est en somme la même exploration qui recommence. Comme nous l'avons évoqué pour le différencier de Kafka, Adrien trouve des solutions, mais comme dans un mauvais rêve, la solution ne fait que le déplacer dans le niveau suivant de la transhumance, là où tout est à recommencer. Sa conscience d'ailleurs n'évolue pas ou peu. Ses armes peut-être changent, avec l'apparition de son pouvoir, ou sa malédiction, c'est selon, avec l'acquisition d'une nouvelle paire d'yeux, mais c'est pour arpenter le même couloir, la même avenue, les mêmes boutiques, le même cabinet médical, sans pour autant qu'une lassitude ou un découragement ne naissent. Le personnage de Béalu pourrait être considéré comme un forcené du mouvement, là où Kafka, encore une fois, va se concentrer sur le ratatillement de la conscience. Et si dans la croissante incarnation des tableaux baroques propres au surréalisme, mais aussi à l'art poétique plus personnel de Béalu, redouble de présence des images étranges, des symboles mystérieux, ce que l'on pourrait appeler une dérivation du rêve au cauchemar ou dérivation de la monotonie à l'enflure, Marcel Adrien, lui, n'apprend rien de capital, ni ne se rebelle ou se résigne. Il demeure en marche, et ses interrogations propres ne se précisent pas. Il est pris au jeu, ou au piège, du périple exogène, tout extérieur à lui-même, pour que l'auteur, un cran plus haut, mutile sa propre conscience,
sorte de thérapie psychanalytique hantée par la figure trouble de la conscience, à la fois prisonnière d'elle-même, et à un cheveu de trouver une issue, de s'extérioriser pour mieux se comprendre. Ce que l'on devine être impossible à la lecture de Béalu, puisque s'il n'échoue pas, Marcel Adrien ne réussit pas non plus. Il marche sur une avenue infinie, une avenue qui a bien un jour eu une entrée puisqu'un taxi l'a déposé ici, après l'adieu funeste à son hôtel. Il marche le long de boutiques identiques, va dans un sens puis dans l'autre, sans parvenir à trouver une issue ou au moins un carrefour. Mais à vrai dire, Marcel Adrien ne cherche pas à s'échapper. La proposition métaphysique de Béalu est teintée de non-dit. Elle ne diagnostique pas de béance ontologique, ne postule pas de liberté mortifère, n'avance pas de concert avec des finitudes terrassantes et des finalités absentes. La lecture nous les laisse pressentir, mais encore une fois, sans que le personnage principal ne soit l'incarnation, ou au moins le porte-parole d'un discours plus philosophique ou religieux. En effet, à aucun moment Marcel Adrien ne ressent d'angoisse, de peur, de dégoût, de paralysie, d'absurde. Bref, Marcel Adrien ne ressent pas le moindre symptôme du siècle qui pourtant agonise. Souvenons-nous que l'expérience de la nuit est parue en 1945. Marcel Adrien n'est pas malade. Enfin si. Il a ce problème oculaire. Tout l'enjeu est donc de répondre à cette question. Que signifie cette maladie ? André-Pierre de Mandiargue y répond partiellement. Peu nombreux, nous étions quelques-uns, en ces temps-là, qui avions soif d'inactualité. Comme des romantiques attardés, ou trop tôt venus, dans un monde à l'éclairage sinistre, nous tentions de faire la nuit en nous et autour de nous, pour offrir à la pensée une zone d'ombre où elle pût divaguer librement. Nous étions avares de moindres bribes, laissés à la mémoire par les rêves. Nous nous enfoncions dans la rêverie, aussi loin et aussi longtemps que possible. C'est donc d'un croisement entre les réminiscences romantiques, plutôt anglaises et allemandes, et les sommeils hypnotiques de Robert Desnos, que naîtrait la prose poétique de quelques auteurs, dont bien sûr, en tête, Marcel Béalu. La réponse à notre question à propos de la signification de la maladie oculaire de Marcel Adrien est somme toute très simple et finalement banale. Cette maladie, c'est le siècle percuté de biais. C'est la succession des guerres. C'est l'homme dépassé qui ne comprend pas l'histoire à l'œuvre. Foa est un démiurge incomplet. Il donne des solutions lacunaires à Marcel Adrien. Ce dernier parvient à voir la beauté du monde grâce à de nouveaux yeux, mais ne peut plus agir sur lui que par la parole, au risque, s'il laissait ses mains malaxer la matière, de la réduire à néant. Colosse aux mains atomiques. Perdu, il cherche sans cesse à retrouver Foa pour perfectionner son traitement, mais celui-ci finit par disparaître. Il n'y a pas de traitement sans faille. Chaque solution porte en elle sa propre gangrène. Il faudrait alors plonger dans la conscience, plonger dans soi-même pour y trouver peut-être le dernier chaînon de la cure. Et c'est ce que fait Béalu, en immergeant son personnage dans des tableaux de plus en plus fantasmagoriques à mesure que les dernières pages se rapprochent. Mais là encore, c'est un échec. Si le narrateur parvenait à s'échapper de ce tableau, alors il en trouverait toujours un autre, de plus en plus fantastique, et ainsi jusqu'à une non-fin. Alors, pour s'en sortir, Béalu brûle les étapes. Le dernier mot du roman, c'est le mot « fausse ». Les chevauchées dans un fantastique de la conscience, plutôt que du lieu, sont rares en littérature, et pourtant rarement décevantes. La transgression progressive de la vraisemblance, quand elle est maîtrisée, ce qui est le cas dans ce roman, accouche souvent d'expériences de lectures inédites, en l'espèce, d'une expérience de la nuit, alors que nous sommes parfaitement éveillés. Nous avons beau chercher, il est difficile de dire précisément à quel instant du livre tout a basculé, parce que la confusion figurative est subtilement mise en scène. Quand réalité et symbole se succèdent,
se remplacent ou s'unissent, alors c'est soudain la largeur du réel qui enfle, mais aussi la profondeur du fantasme. En territoires inconnus, l'écrivain peut alors se livrer à des rites d'écriture à la fois inquiétants et enivrants, et devenir à son tour le docteur d'une foi nouvellement acquise. C'est que le lecteur, assis dans sa pénombre, toujours partagé entre les multiples réalités, voit contaminer la sienne par le mal contenu dans les pages. Alors il laisse le docteur Béalu lui prescrire sa mystérieuse ordonnance, docteur occulte s'il en est, occulte par son talent, et malheureusement occulté par la rareté de ses patients. Ne reste donc qu'à trouver nos lunettes, ne reste donc qu'à mieux voir, et nous partager l'adresse de son laboratoire.